Livre numéro 1. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez ouvre une fenêtre vers la compréhension, vers la bienveillance. Où vos paroles ne suscitent plus d'incompréhension ou de douleur, mais créent des ponts entre vous et les autres. Marshall Rosenberg, dans son livre Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, propose de transformer cette vision en réalité. Il nous offre un outil puissant, la communication non violente, CNV. Cette méthode, simple dans ses principes mais révolutionnaire dans ses applications, a le pouvoir de changer nos relations, nos familles, nos communautés et même notre monde. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous comprendre? Pourquoi nos échanges, pourtant bien intentionnés, dégénèrent-ils parfois en conflit? Selon Marshall Rosenberg, cela s'explique par les schémas de communication que nous avons appris dès l'enfance et qui nous éloignent de notre nature profondément bienveillante. Ces schémas, qu'il qualifie de communication aliénante, influencent nos relations de manière négative en introduisant des jugements, des reproches et des projections. Prenons, par exemple, les jugements moralisateurs. Quand nous disons « tu es égoïste » ou « il est paresseux », ces phrases ne reflètent pas une réalité objective, mais plutôt nos frustrations ou nos attentes déçues. En émettant de tels jugements, nous mettons involontairement l'autre sur la défensive et fermons la porte à une véritable communication. Plutôt que d'exprimer ce que nous ressentons ou ce dont nous avons besoin, nous réduisons la relation à un échange accusateur. Un autre obstacle majeur est le rejet de responsabilité. Combien de fois avons-nous dit ou entendu « c'est de ta faute si je me sens mal » Ces phrases projettent sur l'autre la responsabilité de nos émotions, créant un cercle vicieux de blâme et de ressentiment. Ce type de communication masque les véritables causes de nos sentiments et empêche d'établir un dialogue sincère et constructif. Pourtant, ces habitudes, bien qu'automatiques, ne sont pas une fatalité. Rosenberg propose une alternative puissante, un langage qui favorise la compréhension mutuelle et la connexion émotionnelle. À travers la communication non violente, il nous invite à sortir de ces schémas destructeurs pour renouer avec une manière d'interagir plus respectueuse et plus authentique. Au cœur de la communication non violente se trouvent 4 étapes fondamentales. Ces étapes, si elles sont suivies avec intention et honnêteté, peuvent transformer profondément nos interactions. La première clé de la CNV est d'apprendre à observer les faits sans émettre de jugement. Par exemple, dire « tu es toujours en retard » contient une accusation implicite. En revanche, dire « aujourd'hui, tu es arrivé 30 minutes après l'heure prévue » permet de décrire la situation de manière factuelle, sans provoquer de défense chez l'autre. Ensuite, il est crucial de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Dire « je me sens frustré » ou « je suis inquiet » révèle notre état émotionnel, sans blâmer l'autre. Cette étape, bien que simple en apparence, nécessite un apprentissage, car nous sommes souvent déconnectés de nos propres émotions. Derrière chaque sentiment se cache un besoin non satisfait. Par exemple, la frustration peut indiquer un besoin de respect ou d'organisation. En identifiant ce besoin, nous clarifions notre message et donnons un sens à nos émotions. Enfin, la CNV nous invite à transformer nos besoins en demandes spécifiques, réalisables et respectueuses. Au lieu de dire « arrête d'être en retard », on peut dire « pourrais-tu m'appeler si tu penses arriver en retard ?» Cette demande ouvre la voie à une coopération plutôt qu'à un conflit. Ces étapes, bien qu'apparemment simples, exigent de la pratique et de la conscience. Mais leur mise en œuvre permet de désamorcer de nombreuses tensions et de renforcer les liens entre les personnes. L'un des points les plus frappants du livre de Rosenberg est la diversité des contextes où la CNV peut être appliquée. Que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou même politiques, cette méthode se révèle d'une efficacité impressionnante. Prenons l'exemple d'une femme qui, grâce à la CNV, a évité un divorce. Elle explique qu'en apprenant à exprimer ses besoins de manière authentique et à écouter son mari avec empathie, leur relation s'est transformée. Au lieu de se rejeter mutuellement la faute, ils ont appris à se comprendre et à collaborer pour surmonter leurs différends. Un enseignant raconte comment il a utilisé la CNV pour calmer un élève turbulent. Plutôt que de crier ou de punir, il a invité l'enfant à exprimer ses sentiments autrement, en utilisant un langage non violent. Résultat, l'enfant a appris à gérer sa colère, et l'ambiance de la classe s'est apaisée. Dans un environnement professionnel, la CNV aide à prévenir les conflits et à améliorer les relations entre collègues. En favorisant une communication respectueuse et claire, elle contribue à créer un climat de travail plus harmonieux et à réduire les tensions inutiles. L'exemple le plus impressionnant est celui de Rosenberg dans un camp de réfugiés. Face à un homme en colère qui l'accusait d'être un assassin, Rosenberg a utilisé la CNV pour écouter ses sentiments et ses besoins. Au lieu de répondre par la défense ou la confrontation, il a cherché à comprendre la douleur de cet homme. À la fin de leur échange, celui-ci l'a invité à dîner. Une transformation radicale, rendue possible par l'empathie et l'écoute.
Au-delà des techniques, ce qui confère à la communication non violente, CNV, toute sa puissance, c'est l'empathie. Pour Marshall Rosenberg, l'empathie est la clé de relations authentiques et harmonieuses. Elle consiste à ouvrir son cœur pour comprendre les sentiments et les besoins des autres, même lorsque leurs paroles ou leurs actions peuvent nous blesser. En écoutant avec empathie, nous transcendons les jugements et établissons une connexion profonde, basée sur la compréhension mutuelle. Mais l'empathie ne se limite pas aux autres. Rosenberg insiste également sur l'importance de la cultiver pour soi-même. Reconnaître ses propres émotions et besoins, sans jugement ni autocritique, est un acte d'amour envers soi. C'est en apprenant à être bienveillants envers nous-mêmes que nous pouvons réellement offrir cette bienveillance aux autres. Contrairement à ce que certains pourraient croire, l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle désamorce les conflits, guérit les blessures émotionnelles et renforce les liens humains. En adoptant cette posture empathique, nous contribuons non seulement à notre bien-être personnel, mais aussi à celui des personnes qui nous entourent. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, et bien plus qu'un livre sur la communication. C'est une invitation à transformer notre manière d'être, à vivre avec plus de conscience, de respect et d'amour. Dans un monde où les conflits et les incompréhensions sont omniprésents, la CNV offre une lueur d'espoir. Imaginez tout ce que vous pourriez transformer dans votre vie en appliquant ces principes simples mais puissants. Pensez aux relations que vous pourriez réparer, aux tensions que vous pourriez désamorcer, aux conflits que vous pourriez éviter. En adoptant la communication non violente, vous ne changez pas seulement vos mots, vous changez votre monde. Et vous, que pensez-vous de ces idées? Avez-vous déjà expérimenté des transformations grâce à une communication plus bienveillante? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous ce que vous retenez de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ces concepts inspirants ou utiles, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Livre numéro 2. Les secrets de l'influence et de la persuasion. J'ai toujours été fascinée par la manière dont les gens disent oui. Parfois, nous acceptons une proposition sans vraiment savoir pourquoi. Et pourtant, il y a une mécanique derrière tout cela. Une mécanique que Robert Cialdini, un maître dans l'étude de la psychologie sociale, a parfaitement décryptée dans son livre Influence et manipulation, l'art de la persuasion. Robert Cialdini dévoile les rouages de cette dynamique. Pourquoi disons-nous oui? Quel mécanisme psychologique entre en jeu lorsque nous sommes convaincus? Et surtout, comment pouvons-nous les comprendre pour mieux les utiliser ou nous en protéger? Ce que Cialdini nous offre, c'est bien plus qu'un livre. C'est une boussole. Une boussole qui nous guide à travers les dédales de la persuasion. Un art qui peut bâtir des ponts, mais aussi piéger les esprits. Imaginez un homme. Un homme qui, toute sa vie, s'est senti manipulé par des démarcheurs, des vendeurs, des collecteurs de dons. Cet homme, c'est Robert Cialdini. Mais au lieu de rester une victime passive, il a choisi de percer leurs secrets. Il a mené des recherches rigoureuses. D'abord en laboratoire, puis sur le terrain, en s'immergeant dans le monde des professionnels de la persuasion. Et ce qu'il a découvert, ce sont ces principes universels qui régissent notre propension à dire oui. Des principes qui, bien que puissants, peuvent être utilisés pour le meilleur comme pour le pire. Mais attention, dans notre société moderne, où tout va à 100 à l'heure, ces principes prennent une importance particulière. Nous sommes de plus en plus poussés à prendre des décisions rapides, basées sur des raccourcis mentaux. Et c'est là que l'influence, qu'elle soit bienveillante ou manipulatrice, joue un rôle central. Cialdini commence avec une idée simple mais puissante. Clic, envoie. Ce concept, emprunté à l'éthologie, décrit nos réactions automatiques face à certains stimuli. Nous agissons souvent comme des automates, déclenchant des comportements instinctifs en réponse à des déclencheurs spécifiques. Un exemple marquant, des clients dans une bijouterie refusent d'acheter des bijoux à prix réduit. Mais lorsque le prix est augmenté, ces mêmes clients se précipitent. Pourquoi? Parce qu'ils associent inconsciemment cher à qualité. Ce raccourci mental, bien qu'utile dans certains cas, nous rend vulnérables face à ceux qui savent en jouer. Le principe suivant est celui de la réciprocité. Nous avons tous appris une règle simple. Si quelqu'un nous rend service, nous devons lui rendre l'appareil. Cette norme sociale est si profondément ancrée qu'elle influence nos comportements sans que nous nous en rendions compte. Pensez aux échantillons gratuits. Vous entrez dans un magasin, on vous offre une bouchée d'un produit. Vous n'aviez pas prévu de l'acheter, mais soudain, vous vous sentez redevable. Cette même logique est utilisée par les associations caritatives, qui incluent souvent de petits cadeaux dans leur demande de dons. Mais derrière ce geste apparemment généreux, il y a un mécanisme psychologique puissant. Passons maintenant à la sympathie.
Nous avons tous tendance à dire oui plus facilement à quelqu'un que nous aimons ou apprécions. Ce principe s'appuie sur des éléments tels que la familiarité, les compliments ou la similarité. Prenez les vendeurs expérimentés. Ils cherchent toujours à établir un point commun avec vous. Ils complimentent votre tenue, partagent une anecdote personnelle, et avant même que vous vous en rendiez compte, vous êtes prêt à acheter. Ce principe, bien que souvent utilisé de manière innocente, peut aussi masquer des intentions moins nobles. Restez vigilants face aux flatteries. Nous arrivons maintenant à un levier d'influence omniprésent, la preuve sociale. Dans les moments d'incertitude, nous avons un réflexe presque automatique, regardez ce que font les autres. Si un produit est populaire ou bien noté, nous avons tendance à supposer qu'il est de bonne qualité. Ce mécanisme est encore plus puissant en ligne. Les avis des consommateurs jouent un rôle crucial dans nos décisions. Mais attention, comme Cialdini le souligne, ces avis peuvent être manipulés. De faux témoignages peuvent orienter nos choix, exploitant notre besoin d'approbation sociale. Le principe de l'autorité est tout aussi fascinant. Nous avons tendance à suivre les figures d'autorité, souvent sans remettre en question leurs directives. Cialdini cite ici des expériences célèbres, comme celle de Milgram, qui montrent comment nous obéissons, même au détriment de notre propre jugement. Ce levier est largement exploité en marketing. Pensez aux célébrités ou aux experts qui approuvent des produits. Leur statut confère une crédibilité instantanée, nous poussant à accepter leurs recommandations presque automatiquement. La rareté est un levier que nous connaissons tous. Lorsqu'un produit est présenté comme rare ou limité, il devient soudainement plus désirable. Les campagnes publicitaires jouent sur cette peur de manquer une opportunité. Une offre limitée dans le temps, une promotion exclusive, tout cela vise à déclencher une décision impulsive. Mais rappelez-vous, la rareté est souvent créée artificiellement. Prenez le temps d'analyser avant de céder à la panique. L'engagement et la cohérence sont également des forces puissantes. Une fois que nous avons pris un engagement, même minime, nous ressentons le besoin de rester cohérents avec cet acte. C'est ainsi que des campagnes marketing commencent par de petites demandes, comme signer une pétition, avant de passer à des requêtes plus importantes, comme un don financier. Ce principe repose sur notre désir de paraître constant dans nos choix et nos valeurs. Enfin, le principe d'unité, récemment ajouté par Cialdini, met en lumière l'importance de l'identité partagée. Nous sommes plus enclins à coopérer avec ceux que nous percevons comme faisant partie de notre groupe. Les campagnes politiques et les publicités utilisent souvent ce levier pour renforcer un sentiment d'appartenance et mobiliser les foules. Ce sentiment de nous peut devenir une force incroyablement persuasive. Dans notre monde numérique, ces principes ne sont plus limités aux interactions humaines directes. Ils ont migré vers Internet, où les algorithmes exploitent la preuve sociale, la rareté et la réciprocité pour orienter nos comportements. Les plateformes comme Amazon ou Facebook sont devenues des experts en manipulation subtile. Cialdini nous met en garde contre ces pratiques, car elles peuvent exercer une influence invisible mais puissante à grande échelle. Tout au long de son livre, Cialdini partage des témoignages de lecteurs. Ces récits montrent comment les principes d'influence se manifestent dans des situations de la vie quotidienne. Que ce soit au travail, en famille ou même au supermarché, ces leviers sont partout. Voici un témoignage tiré du livre. Un bijoutier reçoit un ami. Cet ami cherche un cadeau pour sa fiancée. Le bijoutier lui montre un collier. Il coûte 500 $, mais il propose de le vendre à moitié prix, soit 250 $. L'ami observe le collier avec attention. Il le trouve beau, mais semble hésiter. Finalement, il refuse. Pourquoi ? Parce qu'il veut quelque chose de vraiment bien pour sa future épouse. Le bijoutier est surpris, mais il comprend vite, le prix a influencé la perception de qualité. Le lendemain, il rappelle son ami. Cette fois, il lui montre le même collier, mais à son prix d'origine, 500 $. L'effet est immédiat. Son ami est émerveillé, convaincu d'avoir trouvé le bijou parfait. Juste avant l'achat, le bijoutier propose un geste de bonne volonté et annonce une réduction à 250 $. L'ami est ravi. Cette fois, le prix n'est plus une barrière, mais un cadeau. Ce témoignage illustre parfaitement le principe « cher égale qualité ». Le prix influence non seulement la perception de la valeur d'un produit, mais aussi la décision d'achat. Une leçon simple, mais puissante. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Les principes décrits par Cialdini ne sont pas seulement des outils pour convaincre les autres. Ce sont aussi des boucliers, des protections contre les manipulations. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez ces connaissances avec sagesse et éthique. Car l'influence peut bâtir des ponts, mais elle peut aussi les détruire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou intéressant,
Partagez votre avis dans les commentaires. Votre opinion compte et enrichit la discussion. Pensez aussi à le partager avec vos amis et collègues. Ils pourraient, eux aussi, y trouver de précieuses informations. Et pour ne rien manquer à l'avenir, abonnez-vous dès maintenant. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Livre numéro 3. La parole est un sport de combat. Je pense donc je suis, disait Descartes. Mais dans notre société contemporaine, il semble que cette formule puisse être reformulée ainsi. Je parle donc j'existe. Car aujourd'hui, la parole n'est pas seulement un outil de communication, elle est un vecteur de reconnaissance, un levier d'émancipation, et parfois même une forme de résistance. Comme un sport, elle exige de l'entraînement, de la discipline, de la stratégie, et surtout, une confrontation, à soi, aux autres, au monde. Le livre « La parole est un sport de combat » de Bertrand Perrier nous rappelle à quel point l'expression orale est une compétence essentielle, trop longtemps négligée dans notre société, et pourtant fondatrice pour les individus, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Face à cette réalité, une question centrale se pose. Comment redonner à la parole sa juste place dans une société qui valorise l'écrit, l'image et la vitesse au détriment de l'échange oral véritable? Pour répondre à cette question, j'aborderai dans un premier temps la parole comme un outil de libération sociale et individuelle. Ensuite, je discuterai du manque criant d'enseignement de l'oral dans notre système scolaire. Puis, je m'interrogerai sur les effets de la communication numérique sur notre manière de parler et d'être en lien. Enfin, j'ouvrirai la réflexion sur la place de la parole dans le monde de demain, entre intelligence artificielle et réinvention du lien social. Dans son ouvrage, Bertrand Perrier insiste sur l'expérience qu'il vit au sein du programme Eloquentia à Saint-Denis. Ce concours d'éloquence, ouvert aux étudiants issus de milieux populaires, a pour objectif de redonner à ces jeunes la confiance qu'on leur a souvent refusée. Ce n'est pas anodin, la parole, longtemps réservée à ceux qui maîtrisent les codes de la bourgeoisie ou de l'élite intellectuelle, devient ici un instrument d'égalité. Elle permet à ceux que l'on n'entend jamais de se faire entendre. Elle bouscule les normes, elle transgresse les frontières invisibles du langage social. Dans une république qui se veut méritocratique, mais qui oublie parfois d'égaliser les chances à l'école, apprendre à parler, c'est offrir un accès au pouvoir. Parler, c'est affirmer qui l'on est. C'est dire son histoire, ses douleurs, ses aspirations. Pour beaucoup de jeunes rencontrés par Perrier, parler en public n'est pas une compétence comme une autre, c'est une forme de survie symbolique. Ils savent que s'ils ne parlent pas, d'autres parleront pour eux, ou pire, les réduiront au silence. La parole devient alors un acte de dignité. Et cela est d'autant plus fort que, comme le souligne l'auteur, ces jeunes prennent la parole non pas pour reproduire un discours formaté, mais pour dire avec leurs mots, leur musique, leurs rêves. En cela, leur parole est authentique, singulière, bouleversante. Elle fait émerger des voix nouvelles dans un monde saturé de discours standardisés. Ce déficit d'enseignement crée des inégalités profondes. Les enfants des milieux favorisés sont plus souvent exposés à des pratiques langagières riches et variées. Ils assistent à des spectacles, écoutent des discours, débattent en famille. Les autres doivent se contenter d'une oralité du quotidien, souvent rudimentaire, parfois violente. En n'apprenant pas à tous les enfants à parler, l'école reproduit et renforce ces inégalités. Et pire, elle laisse croire à certains qu'ils n'ont rien à dire, ou qu'ils ne sauront jamais comment le dire. Ce mutisme imposé est une forme d'exclusion symbolique. La parole est également un passeport pour la vie professionnelle. Lorsqu'on postule à un emploi, que l'on doit présenter un projet ou défendre une idée, la maîtrise de l'oral est décisive. Dans un monde où l'image et le pitch priment, celui qui articule, structure et incarne son discours a toujours un avantage. Mieux encore, savoir parler, c'est aussi savoir écouter, comprendre, répondre avec intelligence. Autant de compétences sociales recherchées dans tous les domaines. L'école française a historiquement privilégié l'écrit. L'orthographe, la grammaire, la dissertation sont autant de piliers de notre système éducatif. Mais qu'en est-il de la prise de parole? Comme le rappelle Perrier, elle reste le parent pauvre de l'éducation. L'oral n'est enseigné ni de façon structurée, ni de façon régulière. On suppose que la parole va de soi, qu'elle est naturelle. Or, rien n'est plus faux. Parler, cela s'apprend. Cela se travaille. Cela se cultive. Les modèles anciens de l'éducation, fondés sur la maîtrise de l'écrit comme signe d'élite, ont délaissé les pratiques orales, les jugeant secondaires, voire superficielles. Ce déficit d'enseignement crée des inégalités profondes. Les enfants des milieux favorisés sont plus souvent exposés à des pratiques langagières riches et variées. Ils assistent à des spectacles, écoutent des discours, débattent en famille.
Les autres doivent se contenter d'une oralité du quotidien, souvent rudimentaire, parfois violente. En n'apprenant pas à tous les enfants à parler, l'école reproduit et renforce ces inégalités. Et pire, elle laisse croire à certains qu'ils n'ont rien à dire, ou qu'ils ne sauront jamais comment le dire. Ce mutisme imposé est une forme d'exclusion symbolique. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les forums anonymes permettent une communication sans regard, sans voix, sans contact. Cela favorise les malentendus, les conflits, parfois la violence verbale. Perrier insiste, la parole est un acte incarné. Elle engage le corps, le souffle, les silences. Elle dit plus que les mots. Or, tout cela disparaît dans l'échange numérique. La parole virtuelle est une illusion de lien. Heureusement, les choses bougent. L'introduction récente d'une épreuve de grand oral au baccalauréat est un signal fort. Mais cela reste insuffisant si l'on ne forme pas les enseignants, si l'on ne propose pas des outils concrets et des temps dédiés à l'oralité. Le travail de Perrier montre qu'il existe une pédagogie de la parole, faite d'exercices pratiques, de mise en scène, de respiration, de diction, mais aussi de plaisir à dire. De nombreuses initiatives, comme les ateliers théâtre, les clubs de débat ou les projets Eloquentia, devraient être systématisés. Jamais nous n'avons autant communiqué. Et pourtant, jamais nous n'avons aussi peu parlé. Bertrand Perrier décrit avec justesse ce paradoxe de l'ère numérique. Les jeunes, mais aussi les adultes, préfèrent envoyer un message plutôt que passer un appel. La parole s'efface devant l'écrit rapide, les images, les émojis. On s'écrit plus qu'on ne se parle. Ce n'est pas sans conséquence. La langue s'appauvrit, les nuances se perdent, la pensée se réduit à quelques caractères. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les forums anonymes permettent une communication sans regard, sans voix, sans contact. Cela favorise les malentendus, les conflits, parfois la violence verbale. Perrier insiste, la parole est un acte incarné. Elle engage le corps, le souffle, les silences. Elle dit plus que les mots. Or, tout cela disparaît dans l'échange numérique. La parole virtuelle est une illusion de lien. Il est donc urgent de recréer des espaces de parole réels, d'encourager les discussions en présentiel, les débats sans écran, les entretiens où la voix prime sur le clavier. Cela suppose un changement de culture, une rééducation collective. La parole ne doit pas être un luxe ou une option, mais une pratique quotidienne, partagée, valorisée. C'est ce combat que mène Bertrand Perrier, et qu'il nous invite à rejoindre. L'essor fulgurant des technologies d'intelligence artificielle, des chatbots aux synthèses vocales, remet en question notre rapport à la parole. Lorsque des machines peuvent répondre, dialoguer, voire convaincre, quel est encore le rôle de la parole humaine? Il devient essentiel de défendre une parole sincère, imparfaite, vibrante. Une parole qui ne vise pas seulement à informer, mais à toucher, à éveiller, à transformer. Demain, la capacité à débattre, à confronter les idées sans violence, à construire du commun par le dialogue, sera une compétence fondamentale. Face aux défis du climat, des inégalités, des tensions sociales, seul un nouvel art de la parole collective permettra de recréer du lien et du sens. En somme, la parole est un sport de combat et bien plus qu'un livre sur l'éloquence. C'est un plaidoyer pour une société plus juste, plus humaine, plus à l'écoute. Bertrand Perrier nous rappelle que parler, ce n'est pas simplement aligner des mots, c'est prendre sa place, affirmer sa présence, rencontrer l'autre. La parole, surtout lorsqu'elle est enseignée avec rigueur et bienveillance, devient une arme de déconstruction des préjugés, un outil d'égalité et un moyen d'agir sur le monde. Et si l'on veut réellement préparer les jeunes générations aux défis de demain, il faut leur donner la maîtrise de ce pouvoir si particulier qu'est la parole. Comme le dit si bien Perrier, si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos expériences dans les commentaires. À très bientôt. Livre numéro 4. L'incroyable pouvoir de l'éloquence au quotidien. Imaginez un monde où chaque parole serait pesée, chaque silence interprété, chaque interaction pensée non comme une obligation, mais comme une opportunité d'échange et de construction mutuelle. Ce monde n'est pas une utopie littéraire, c'est celui que nous traversons chaque jour sans toujours en avoir pleinement conscience. Pourquoi l'éloquence, souvent associée aux grandes tribunes politiques ou aux concours scolaires, devrait-elle être pensée et cultivée dans notre quotidien le plus ordinaire? Dans un premier temps, nous analyserons la nature même de la parole entre nécessité de communication et performance implicite. Dans un second temps, nous explorerons les compétences concrètes qui façonnent l'éloquence au quotidien. Enfin, nous soulignerons comment la pratique quotidienne de cette éloquence constitue une véritable voie de sagesse moderne. Parler, nous enseigne Éric Cobast, est loin d'être un acte anodin ou purement mécanique. Chaque mot échangé, chaque phrase prononcée trahit une réalité intérieure, celle d'un manque, d'un vide à combler, d'une tension à résoudre. Dans son essence,
la parole naît toujours d'une imperfection. Si le monde allait de soi, si nos besoins étaient comblés, si nos désirs étaient satisfaits sans effort, il n'y aurait pas lieu de parler. Le silence serait alors la norme, et non l'exception. Or, lorsque nous parlons, nous manifestons d'abord une forme de carence, un besoin d'information, d'affection, de reconnaissance, de compréhension. Prenons l'exemple le plus simple, demander son chemin à un inconnu. Ce geste quotidien, qui pourrait sembler banal, révèle en réalité une lacune, un vide géographique et symbolique. Ne pas savoir où l'on est, ne pas savoir comment avancer. Parler devient ainsi un moyen de remettre de l'ordre dans une réalité momentanément désorganisée. De même, lorsqu'on souhaite la bonne journée à un collègue croisé au détour d'un couloir, on ne fait pas que respecter une convention sociale. Ce petit acte langagier vise à maintenir une cohésion, à tisser un fil invisible de reconnaissance mutuelle. En affirmant « je te vois, je te reconnais, je t'adresse mes vœux », on lutte, même inconsciemment, contre le risque de l'indifférence, du repli ou de l'isolement. L'échange verbal, même lorsqu'il semble superficiel, est ainsi porteur d'enjeux existentiels. Car à travers lui, il s'agit moins de combler un simple silence que de conjurer le vide de l'absence d'interaction humaine. La parole devient alors un acte de présence au monde, une manifestation de notre besoin irrépressible d'être en lien. Cette idée renverse la perception classique selon laquelle seuls les grands discours seraient dignes d'être analysés. Au contraire, chaque mot du quotidien devient un miroir de nos vulnérabilités et de notre humanité. Dire bonjour n'est jamais insignifiant, c'est affirmer que l'autre existe et que moi-même, en le reconnaissant, j'existe aussi. Enfin, la parole ne comble pas uniquement des manques matériels ou émotionnels, elle vient aussi réparer des manques de sens. Lorsque nous exprimons nos sentiments, nos colères, nos espoirs, nous tentons de donner un ordre à l'indicible, d'organiser intérieurement ce qui, sans la médiation du langage, resterait chaotique. Parler devient alors un mode d'autoréparation, un chemin pour donner du sens à ce qui nous traverse. Parler, c'est survivre à l'éparpillement de l'existence. C'est refuser l'indifférence du monde et affirmer, à travers des mots, que chaque être, chaque situation, chaque lien mérite d'être nommé, reconnu, consolidé. Ainsi, même sous ses formes les plus simples, l'acte de parole engage toute la profondeur de notre condition humaine, le besoin de combler ce qui manque, de rejoindre l'autre, de ne pas disparaître dans le silence. Parler, affirme Eric Cobast, ce n'est pas seulement traduire le monde, mais bel et bien le produire. Chaque parole prononcée participe à une reconfiguration de la réalité sociale, émotionnelle ou symbolique. Ainsi dire, ce n'est pas se contenter de décrire, c'est faire advenir. Cette idée trouve son origine dans la philosophie du langage de John Austin qui, avec sa théorie des actes de langage, révèle que certaines énonciations n'ont de sens que parce qu'elles accomplissent une action. Promettre, baptiser, jurer, ordonner, ces paroles ne constatent rien, elles font. Lorsque je dis « je promets », la promesse existe désormais par cet acte verbal même. Dans la vie quotidienne, cet aspect performatif est omniprésent. Déclarer son amour, c'est inaugurer un nouveau pacte affectif. Prêter serment, c'est engager son honneur dans une cause supérieure. Accueillir quelqu'un chaleureusement, c'est déjà tisser un lien de confiance. Chaque mot, chaque intonation, chaque silence même, a le pouvoir de construire ou de déconstruire des univers relationnels. La parole dans cette perspective crée des liens ou creuse des fossés, engage des trajectoires ou referme des possibles. En ce sens, parler engage l'être entier. Il n'est plus question d'une simple transmission d'idées abstraites, mais d'une mise en jeu du corps, de l'émotion, de la présence. Dire devient un acte total où l'on investit non seulement sa pensée, mais aussi son regard, sa posture, sa voix, sa sincérité. Eric Cobast rappelle ainsi que tout discours porte en lui une capacité magique. Il peut, par la seule force du mot, ouvrir une porte, sceller un destin, guérir une blessure invisible. Ce pouvoir performatif de la parole impose dès lors une éthique. Choisir de parler, c'est accepter de porter la responsabilité des mondes que l'on fait naître. La parole, loin d'être accessoire, devient alors l'outil fondamental par lequel nous existons parmi les autres. Si parler est un pouvoir, c'est aussi une exposition. Prendre la parole, rappelle Eric Cobast, revient à s'avancer en terrain découvert, à offrir son image au regard d'autrui, à se livrer à la critique, au malentendu, au rejet. La glossophobie, cette peur si répandue de prendre la parole en public, illustre cette fragilité. Elle n'est pas tant la peur de mal dire que la peur d'être mal perçue, mal évaluée. Elle révèle une vérité fondamentale. Parler, c'est se mettre en danger. En effet, comme l'écrit Sartre dans Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Non pas en raison d'une quelconque malveillance, mais parce que le regard d'autrui fixe, juge, réduit. Dès que je parle, je me rends vulnérable à l'interprétation, à l'évaluation, à la catégorisation. Cette exposition est d'autant plus forte que la communication humaine, comme l'explique Albert Mehrabian, repose largement sur des facteurs non verbaux.
Avant même d'écouter mes mots, l'autre perçoit ma posture, mon expression, mon débit de voix. Un geste mal maîtrisé peut trahir une nervosité. Un regard fuyant peut être interprété comme une dissimulation. Un ton trop hésitant peut amoindrir la crédibilité d'un propos solide. Ainsi, parler implique une triple mise en jeu. L'image corporelle, ce que je montre sans parler. La présence vocale, ce que je transmets par l'intonation. Le contenu verbal, ce que j'énonce explicitement. La difficulté est d'autant plus grande dans une société saturée d'images et d'attentes sociales, où l'apparence précède souvent la substance. Cependant, si cette prise de risque est inconfortable, elle est aussi profondément féconde. Car c'est précisément dans cette exposition que réside la richesse de la communication humaine. Oser parler, malgré la peur, c'est affirmer son existence et reconnaître celle des autres. Finalement, maîtriser l'éloquence, ce n'est pas seulement apprendre à bien dire, c'est aussi apprendre à assumer le regard des autres, à dialoguer avec leurs perceptions, à transformer la vulnérabilité en force. La parole ne se réduit jamais à un alignement de mots. Elle est, selon Eric Cobast, une mise en scène globale de soi, où le corps, la voix et les regards parlent parfois plus fort que les discours eux-mêmes. Le psychologue Albert Mehrabian l'a démontré de manière saisissante. 93% de la communication serait non-verbale, 55% relèverait du visuel, gestes, expressions, posture, 38% du vocal, intonation, rythme, modulation, et seulement 7% du verbal, contenu des mots. Ainsi, avant que notre interlocuteur n'entende le fond de notre propos, il lit instinctivement. Notre posture physique, droite, affaissée, ouverte ou fermée. Notre gestuelle, expansive, retenue, nerveuse ou fluide. Notre regard, franc, fuyant, appuyé. Notre voix, tremblante, assurée, monocorde ou vibrante. Le corps est ainsi le premier vecteur du sens. Il communique bien avant que les mots ne prennent le relais. Ce constat impose une exigence nouvelle à qui veut maîtriser son éloquence, la conscience corporelle. Comment se tient-on? Quel regard porte-t-on sur l'autre? Quel rythme à adopter pour parler, respirer, écouter? La communication devient alors une symphonie subtile, où l'harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on montre constitue la clé d'une parole crédible et inspirante. Ne pas maîtriser cet aspect non-verbal revient à créer une dissonance qui fragilise instantanément le message verbal. Une parole courageuse, portée par un regard fuyant, suscitera la méfiance. Une déclaration d'assurance, accompagnée de gestes fébriles, sera vite discréditée. Cultiver une pleine présence, physique, vocale et émotionnelle, devient ainsi une condition essentielle pour que nos paroles soient non seulement entendues, mais surtout crues. Eric Cobast souligne avec justesse que l'éloquence ne réside pas dans la recherche de l'effet spectaculaire. Elle repose avant tout sur un juste ajustement, un art de la mesure, du dosage, de l'équilibre. Trouver sa voix, ce n'est pas modeler artificiellement son expression, mais apprendre à contrôler. Le volume, ni assourdissant, ni confidentiel. Le rythme, ni précipité, ni languissant. Le ton, ni monotone, ni grandiloquent. La voix est un instrument vivant, à la fois fragile et puissant. Sa modulation naturelle est ce qui capte l'attention et donne de la texture à nos propos. Quant aux mots, leur choix est tout aussi déterminant. Parler, c'est choisir, et choisir, c'est construire. Eric Cobast insiste sur l'importance d'opter pour un lexique positif et clair. Bannir les formules négatives ou ambiguës qui génèrent confusion ou anxiété. Préférer des mots porteurs d'ouverture, d'encouragement, de respect. Par exemple, il est plus efficace de dire « c'est une excellente opportunité » que « ce n'est pas une mauvaise idée ». Le cerveau retient ce qui est affirmé positivement. Il trébuche souvent sur les doubles négations et les formules hésitantes. De plus, le choix des mots doit tenir compte de l'auditoire, ses références, son niveau de langage. Du contexte, solennel, amical, formel ou informel. De l'objectif, rassurer, convaincre, expliquer ou émouvoir. Ainsi, trouver sa voix et ses mots revient à pratiquer une éloquence de la justesse, bien plus que de la séduction. Parler pour rencontrer l'autre, non pour briller sur lui. Parler efficacement, nous dit Eric Cobast, c'est être polyglotte au sens figuré. Non pas maîtriser plusieurs langues étrangères, mais savoir changer de registre, d'attitude, de ton, selon l'interlocuteur et la situation. Avec un ami proche, la spontanéité prime, l'émotion peut précéder la structure. Avec un collègue, la précision prévaut, le discours se doit d'être clair, argumenté, concis. Avec un inconnu, la courtoisie attentive est de mise, écouter avant de parler, adopter une distance respectueuse. Cette adaptabilité n'est pas une trahison de soi, mais un art relationnel fondamental. Elle suppose de l'observation, percevoir les signaux faibles envoyés par l'autre, expression, silence, geste. De la sensibilité,
capter l'atmosphère émotionnelle du moment. De la souplesse, ajuster son style sans renier son intention. Le dialogue dans cette optique n'est pas une juxtaposition de monologue, mais une véritable danse interactive. Chaque réplique répond, ajuste, module le mouvement de l'autre. Parler devient alors un processus vivant, une co-construction du sens, où les égos s'effacent au profit d'une création partagée. Ainsi, réussir le dialogue, c'est entrer en résonance avec l'autre, en restant fidèle à soi, mais prêt à être transformé par la rencontre. Pendant longtemps, l'éloquence a été envisagée comme un instrument de persuasion, un art de dominer l'assemblée, d'imposer une vision du monde. La rhétorique antique enseignait l'art de convaincre, de séduire ou d'émouvoir à travers des techniques discursives précises. Mais l'éloquence quotidienne, celle que nous vivons au fil de nos interactions ordinaires, poursuit un autre but, celui de mieux vivre. Selon Eric Cobast, l'éloquence véritable n'est pas une arme, c'est un pont. Chaque prise de parole devient ainsi un acte de bienveillance, visant à établir une connexion authentique avec l'autre. Reconnaître son altérité, son existence propre. Participer à une dynamique d'écoute, de respect et d'enrichissement mutuel. Dans cette perspective, parler ne signifie plus imposer une vérité mais co-créer une réalité relationnelle, plus douce, plus respectueuse, plus humaine. La parole ne vise plus à triompher, mais à tisser du lien. Chaque interaction langagière devient alors un moment d'hospitalité, où l'on accueille l'autre, avec sa différence, ses fragilités, ses richesses. Ainsi, l'éloquence quotidienne s'affirme comme une pratique de l'altérité et de la construction collective. Paradoxalement, parler efficacement commence par écouter profondément. C'est l'un des enseignements fondamentaux d'Eric Cobast. L'éloquence n'est pas un flux unilatéral de paroles, mais un échange vivant, une danse d'ajustement réciproque. Or, notre époque rend cette écoute difficile. L'attention de l'auditeur est éphémère, souvent limitée à quelques secondes. Les distractions multiples, la vitesse de communication, le stress du quotidien émoussent notre capacité à être pleinement présent. Face à ce défi, l'orateur du quotidien doit apprendre à capter, entretenir, relancer l'attention. Capter, en soignant l'attaque de ses phrases, en variant les intonations, en modulant son débit. Maintenir, en surprenant l'oreille, en posant des questions ouvertes, en suscitant des images mentales. Relancer, en ajustant son propos aux réactions perçues, un froncement de sourcils, une posture qui se relâche, un regard qui se détourne. Mais plus encore, celui qui aspire à parler justement doit savoir se taire. Écouter véritablement l'autre, c'est accueillir sans juger. Percevoir au-delà des mots. Attendre le moment opportun pour intervenir. Écouter, c'est offrir à l'autre l'espace où sa parole peut advenir, se déployer et être entendue. En ce sens, l'éloquence quotidienne est une symphonie silencieuse. Elle naît du respect du temps de l'autre, de l'attention portée à ses mots, de la finesse de nos ajustements. Enfin, l'éloquence au quotidien n'est pas un simple exercice technique ou social, elle est une véritable démarche intérieure. Parler juste exige d'être en paix avec soi-même. Comment exprimer avec clarté ce que l'on pense si l'on est confus intérieurement? Comment transmettre avec sincérité ce que l'on ressent si l'on n'accepte pas sa propre vulnérabilité? Eric Cobast présente ainsi l'éloquence non pas comme un artifice pour briller, mais comme une sagesse accessible à tous. Une pratique quotidienne de soi, pour maîtriser son émotion sans l'étouffer, être fidèle à ses intentions profondes, offrir à l'autre une parole alignée, authentique, généreuse. Cultiver l'éloquence, c'est apprendre à clarifier sa pensée, harmoniser ses paroles et ses actes, rayonner non par orgueil, mais par qualité de présence. En ce sens, l'éloquence devient un chemin d'humanité. Non pas un éclat passager sur la scène sociale, mais une manière d'exister pleinement parmi les autres, dans le respect, l'écoute et l'échange sincère. Parler devient alors un acte d'amour du monde, une façon d'honorer la vie en tissant jour après jour, mot après mot, des liens de sens, de reconnaissance et de beauté. À l'heure où les réseaux sociaux fragmentent la parole et où les dialogues deviennent souvent monologues, il est urgent de réapprendre cet art subtil, bien parler pour mieux vivre ensemble. La parole quotidienne n'est ni banale ni secondaire. Elle exprime nos manques, construit nos mondes communs et modèle nos relations. Maîtriser l'éloquence au quotidien, c'est donc apprendre à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et si à partir de demain, nous choisissions de parler non plus par réflexe, mais par dessein? Si chaque mot devenait un pont plutôt qu'un mur? Alors véritablement, notre quotidien deviendrait plus humain, plus doux et plus grand. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt! Livre numéro 5, Sur le bout de la langue.
Dans un monde où les mots sont de plus en plus réduits à des messages instantanés, des émoticônes ou des slogans de 280 caractères, la langue semble perdre de sa richesse, de sa précision, voire de son pouvoir. Or, à l'heure où le langage conditionne nos représentations du monde, nos rapports aux autres et à nous-mêmes, certains auteurs choisissent de réhabiliter la parole comme outil d'éveil, de plaisir et de citoyenneté. En quoi le livre sur le bout de la langue de Bertrand Perrier constitue-t-il à la fois une déclaration d'amour à la langue française, un outil pédagogique et une réflexion sociale sur notre rapport au langage ? Pour répondre à cette question, nous analyserons d'abord la manière dont les mots sont pour l'auteur des instruments professionnels fondamentaux, puis nous verrons en quoi ils révèlent une identité personnelle profonde. Enfin, nous mettrons en lumière leur dimension sociale et culturelle, ainsi que le rôle qu'ils jouent dans l'humour, le jeu et la liberté d'expression. Chez Bertrand Perrier, avocat à la cour, les mots sont bien plus que des outils de communication, ils sont le matériau même de son art oratoire. Le livre démarre par une exploration du langage juridique, réputé obscur, souvent hermétique, voire volontairement excluant. L'exemple de la scène d'audience où le juge demande à l'avocat s'il dépose, et où l'avocat répond qu'il est corps présent, est emblématique de ce jargon que seuls les initiés comprennent. Loin de le condamner, l'auteur le décode pour nous. Il démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple technicité, mais d'un langage développé pour servir à la fois l'efficacité et la solennité. Il montre aussi comment l'utilisation de locutions latines, fro omnia corrumpi, infant conceptus pro nato abetur, renforce cette impression d'élitisme, tout en étant un héritage culturel. Mais Perrier dépasse le simple constat, il plaide pour une justice intelligible, accessible à tous. Il insiste sur le rôle des avocats comme pont entre le langage juridique et le langage commun. Le mot devient alors vecteur de démocratie. Dans un autre registre, Bertrand Perrier consacre un chapitre entier à la gastronomie, un univers où les mots jouent également un rôle essentiel. Il nous plonge dans les plaisirs du lexique culinaire, de la julienne à la duxelle, des plats canailles à la cuisine moléculaire. Il souligne que la façon de nommer un plat contribue à en préparer la dégustation. L'écriture gastronomique devient un art en soi. Le menu, selon lui, est une œuvre littéraire. L'usage des adjectifs possessifs, exemple, son lit d'épinards, ou du mot revisité est décrit avec humour comme une forme de maniérisme lexical. Le vocabulaire culinaire devient alors une porte d'entrée vers la poésie du quotidien. Il est aussi le reflet de nos goûts, de nos traditions, de nos identités sociales. Là encore, les mots créent du sens, de l'appartenance, du plaisir. Pour Bertrand Perrier, le mot juste n'est pas seulement un outil de précision, mais une obsession esthétique. Il se souvient des repas familiaux où chacun cherchait ce mot idoine, précis, élégant, parfois insaisissable, qui permettrait d'exprimer parfaitement une idée ou un sentiment. Il décrit ce plaisir comme une démarche jubilatoire, presque enfantine, teintée de complicité et de jeu. Cette recherche lexicale constante révèle une identité intime, celle d'un amoureux des mots qui les goûte, les savoure, les collectionne comme d'autres collectionneraient des objets rares. Il cite avec bonheur des mots oubliés ou délicieusement obscurs comme vulnéraire, agélaste ou hyalin, qu'il découvre parfois sur le tard et regrette de ne pas avoir rencontré plus tôt. L'auteur confie que les mots ont été pour lui des alliés constants, d'abord silencieux à travers la lecture, puis sonores par l'oralité retrouvée. Ils lui ont permis de surmonter sa timidité, de construire une identité forte fondée sur le verbe. Dans cette perspective, la langue devient un espace de refuge, d'émancipation et de création. Il évoque aussi les figures marquantes de sa vie de lecteur et d'auditeur, Raymond DeVos, Marc Bonan, Fabrice Lucchini. Ces grands virtuoses du verbe incarnent pour lui la puissance expressive du langage, capable de toucher, faire rire, réfléchir ou émerveiller. Ainsi, les mots ne sont pas de simples signifiants, mais de véritables compagnons de route, fidèles et transformateurs. Bertrand Perrier explore avec justesse la façon dont le langage façonne les rapports sociaux. Le vocabulaire, loin d'être neutre, révèle les inégalités et les hiérarchies sociales. Il démontre comment le fait de maîtriser un langage soutenu ou technique peut exclure ceux qui ne disposent pas des codes culturels correspondants. Le mot devient alors un marqueur d'appartenance, voire un instrument de domination symbolique. L'auteur fait référence à la perte de vocabulaire chez les jeunes générations. Alors que la langue française recense environ 60 000 mots, la plupart des locuteurs n'en utilisent que 1000 à 2000 quotidiennement. Il y voit un danger, celui de ne plus pouvoir nommer la complexité du monde, de se résigner à une pensée appauvrie. Il défend donc l'idée d'une écologie du mot, où chacun aurait le devoir de préserver, réhabiliter et transmettre la richesse lexicale de notre langue, afin de maintenir vivant notre patrimoine immatériel commun. Dans la sphère publique, le mot est un outil de revendication, d'argumentation, de lutte. Bertrand Perrier milite pour une parole citoyenne, capable de porter une idée, de convaincre, de résister. Il rappelle combien la maîtrise du langage permet de ne pas être dominé par le discours des autres. Il illustre son propos à travers l'exemple des concours d'éloquence, qu'il anime ou juge.
Ces joutes verbales, souvent organisées dans des lycées ou des quartiers populaires, sont pour lui un levier d'égalité. Elles redonnent confiance à ceux qui pensaient ne pas avoir de voix. Elles offrent une reconnaissance symbolique, une visibilité et une capacité à agir sur le monde. La parole devient ainsi un outil d'émancipation individuelle autant que de transformation sociale. C'est par les mots que l'on peut rétablir une forme de justice, réparer des inégalités, faire entendre les silencieux. Parmi les formes d'expression qu'il valorise, Bertrand Perrier accorde une place toute particulière à l'humour. Ce dernier ne constitue pas une simple fantaisie dans le discours, mais un outil stratégique d'une redoutable efficacité. Dans le cadre judiciaire, où l'avocat doit parfois désamorcer une situation tendue, faire sourire, sans verser dans la dérision ou l'irrespect, est une façon de regagner l'attention du juge ou d'humaniser un dossier sensible. Il rapporte à ce propos des anecdotes savoureuses, comme celle de l'avocat dont la tenue estivale dérange le tribunal, et qui rétorque « Si la cour préfère, je peux l'enlever ». Ce trait d'esprit, subtil et bien dosé, montre que l'humour, loin d'être une digression gratuite, peut participer d'une forme d'éloquence raffinée. Tout au long de son ouvrage, Perrier nous fait sentir son amour du jeu verbal. Les calembours, les rébus linguistiques, les figures de style comme l'allitération ou la métaphore ne sont pas de simples ornements rhétoriques. Ils révèlent une liberté fondamentale, celle de penser autrement, de manipuler le langage avec agilité, de le détourner pour mieux le comprendre. Ce plaisir du jeu trouve un écho dans l'usage quotidien que chacun peut faire des mots, notamment dans le cadre des activités pédagogiques proposées par l'auteur en fin de chapitre. Il incite ses lecteurs à jouer eux aussi avec les mots, à travers des exercices ludiques, faux procès, plaidoiries imaginaires, défense d'une journée banale comme si elle était un fait d'armes. Ce jeu est tout sauf anodin, il est un moyen d'appropriation, d'expression, de réflexion sur soi et sur le monde. À travers cette approche, Bertrand Perrier fait des mots non seulement un outil de savoir, mais un vecteur de liberté. En guise de conclusion, il est possible d'affirmer que Sur le bout de la langue est bien plus qu'un essai sur la langue française. C'est une œuvre hybride, entre réflexion intime, profession de foi pédagogique et plaidoyer civique. Bertrand Perrier nous rappelle que le langage est à la fois un bien commun et une ressource personnelle, qu'il convient de cultiver avec soin et passion. En explorant des univers aussi variés que le droit, la cuisine, la politique, l'amour ou encore la foi, il montre que les mots sont partout, qu'ils structurent notre pensée et nos émotions, qu'ils portent notre identité et reflètent notre rapport au monde. Sa plume, à la fois précise, joueuse et engagée, nous invite à redonner leur juste place aux mots, celle d'instruments de découverte, de dialogue, de débat. Plus qu'un plaidoyer, c'est une alerte. Si nous perdons les mots, nous perdons la capacité à dire, à penser, à comprendre et à nous comprendre. En ce sens, l'ouvrage de Bertrand Perrier constitue une véritable école de la parole. Une école où chacun est invité à devenir élève, à s'approprier la langue pour mieux se réapproprier le monde. Enfin, en nous confiant son amour inconditionnel du mot juste, l'auteur nous donne envie de revisiter nos dictionnaires non comme de simples répertoires, mais comme des jardins secrets, peuplés de merveilles lexicales à révéler, à transmettre, à faire vivre. Car au fond, comme il le dit si bien, le plus beau mot de la langue française est peut-être celui qui les contient tous, dictionnaire. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Livre numéro 6, L'art de la parole. Aujourd'hui, dans une société ultra connectée où l'on échange par messages écrits, icônes et vidéos courtes, la capacité à parler de manière claire, audible et convaincante devient une rareté. Pourtant, il n'a jamais été aussi vital de savoir s'exprimer. Non seulement pour défendre ses idées, mais aussi pour construire sa pensée, nouer des relations et participer pleinement à la vie publique. L'art oratoire est-il réservé à une élite naturellement douée, ou bien est-il un savoir transmissible, accessible à chacun ? Dans l'art de la parole, Cyril Dellet soutient que la parole en public est un exercice démocratique, un apprentissage corporel et une discipline intellectuelle que l'école devrait enseigner au même titre que la lecture et l'écriture. Dans cette optique, nous verrons d'abord en quoi l'art de la parole est profondément ancré dans le corps et les gestes. Nous étudierons ensuite le pouvoir des mots et des structures discursives. Enfin, nous explorerons la relation entre l'orateur et son auditoire comme lieu vivant de transmission. L'un des mérites majeurs de Cyril Dellet est de démonter le mythe de l'éloquence innée. Trop souvent, la parole est associée à un talent naturel, réservé à une minorité. Pourtant, comme l'écrit l'auteur, l'art de la parole n'est pas un don, c'est une discipline. Il cite à ce titre des figures illustres comme Démosthène, qui s'exerçait en parlant avec des cailloux dans la bouche, ou Winston Churchill, qui écrivait, réécrivait et répétait inlassablement ses discours. L'auteur montre que tout individu peut progresser. La parole est un droit démocratique, pas un privilège aristocratique. Il déconstruit l'idée selon laquelle parler serait un talent inné ou héréditaire. La parole prend racine dans le corps. Cyril Dellet fait ici appel aux travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps,
Comme on apprend à marcher ou à nager, on peut apprendre à parler debout, à respirer, à projeter sa voix. Il décrit une série d'exercices pratiques. Tenir sa posture droite sans être rigide, poser son souffle dans le ventre, détendre la mâchoire, articuler avec précision. Le corps de l'orateur devient son instrument, au même titre qu'un violon pour un musicien. La voix part du diaphragme et non de la gorge. Elle doit résonner dans la cage thoracique, pas seulement vibrer sur les cordes vocales. Delay insiste sur le rôle fondamental de la voix. Elle est une émotion sonore, un lien entre le contenu et la présence. Il ne suffit pas de dire quelque chose, il faut que ce soit incarné. La modulation, les silences, les ruptures de rythme donnent à la parole sa densité dramatique. Il consacre aussi un passage à la gestuelle, qui doit accompagner le discours sans le parasiter. Trop de gestes brouillent le message, pas assez rendent la parole figée. L'idéal, que le corps épouse le propos sans le dominer. Cela rejoint l'enseignement classique de Quintilien, cité par l'auteur, pour qui l'action oratoire est la sœur du discours. Le cœur du discours, ce sont les mots. Pas n'importe lesquels, les mots justes, c'est-à-dire ceux qui disent précisément ce que l'on pense. Pour Delay, la pauvreté du vocabulaire appauvrit la pensée. Il s'élève contre l'usage de mots flous, de formules creuses ou de jargon vide de sens. Il encourage ses élèves à enrichir leur lexique, à consulter le dictionnaire comme un jardin de découverte. Un mot bien choisi vaut parfois mieux qu'un long discours. L'objectif n'est pas de parler savamment, mais clairement et intensément. Un bon discours repose aussi sur une architecture solide. Cyril Delay enseigne à ses élèves la rigueur de la construction, une introduction courte, un développement clair, une conclusion marquante. Il rappelle que l'attention du public est fragile, il faut capter, maintenir, relancer. Il propose des formes classiques, thèse, antithèse, synthèse, ou plus créatives, progression dramatique, récit personnel, série de maximes, mais toujours structurées. Il utilise aussi des techniques issues de la rhétorique antique, captatio benevolentiae, chercher la bienveillance du public, propositio, dire ce que l'on va dire, confirmatio, développer les arguments, péroratio, conclure avec force. Ces étapes, héritées de Cicéron et de Quintilien, structurent encore aujourd'hui les discours les plus efficaces. La captatio benevolentiae permet d'entrer en relation avec le public dès les premiers instants, en créant un climat de confiance et d'écoute bienveillante, souvent par l'humour, l'humilité ou une anecdote partagée. La propositio consiste ensuite à annoncer clairement la thèse ou l'idée principale du discours, posée comme un fil directeur. Vient alors la confirmatio, moment central du développement, où les arguments sont exposés avec rigueur, illustrés par des exemples concrets et construits dans une progression logique. Enfin, la péroratio clôt la prise de parole avec force, par un résumé saisissant, un appel à l'action ou une formule mémorable. En transmettant ces outils classiques à ses élèves, Delay leur donne une architecture oratoire solide, au service d'une parole vivante, incarnée et convaincante. Contrairement à une idée reçue, les figures de style ne sont pas réservées à la littérature écrite. À l'oral, elles prennent une force particulière. Delay cite l'anaphore comme un outil puissant de mémorisation et d'émotion. L'anaphore est une figure de style qui consiste à répéter un ou plusieurs mots en tête de phrase ou de vers, afin de créer un rythme, de renforcer une idée ou de susciter une émotion chez l'auditeur ou le lecteur. Il donne en exemple le célèbre J'ai un rêve de Martin Luther King. Il valorise aussi l'analogie, qui aide à clarifier des idées abstraites, ou l'humour, qui crée un lien de proximité. Mais attention, les effets de style ne doivent jamais primer sur le contenu. Leur but est de servir le message, pas de le masquer. Delay rappelle une vérité essentielle, on ne parle jamais seul. Même lorsque l'on est seul sur scène, il y a un dialogue invisible avec le public. Un bon orateur est avant tout un bon auditeur. Il capte les signaux faibles, un froncement de sourcils, un soupir, un sourire discret. L'auteur insiste sur l'importance de l'ajustement. Si un auditeur décroche, si un mot ne passe pas, il faut reformuler. Il donne l'exemple d'un élève qui, en repérant l'ennui de son auditoire, décide d'interrompre sa démonstration juridique pour la transformer en plaidoirie passionnée. Résultat, un ton nouveau, une attention retrouvée. Cyril Delay emprunte à l'univers théâtral une notion précieuse, celle de personnage public. Lorsqu'on prend la parole, on incarne une version de soi projetée dans l'espace collectif. Il ne s'agit pas de jouer un rôle factice, mais d'affirmer sa présence dans une forme de mise en scène maîtrisée. Il évoque aussi la notion de masque, au sens grec du terme. L'orateur porte un masque de parole, non pour cacher, mais pour canaliser l'énergie du discours. Il cite à ce titre les techniques des comédiens, respiration, ancrage, projection, transposées dans la pédagogie oratoire. Enfin, l'un des objectifs fondamentaux du livre est de réaffirmer le caractère démocratique de la parole. Parler en public n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Or, trop de citoyens se taisent faute de confiance ou de formation.
l'enseignement de l'art oratoire devient alors un acte politique. Il ne s'agit pas simplement de former de futurs avocats ou dirigeants, mais de permettre à chacun de se réapproprier sa voix, de prendre part au débat public, de défendre ses convictions. Comme l'écrit Delay, la démocratie commence là où chacun peut prendre la parole. En conclusion, l'art de la parole de Cyril Delay est bien plus qu'un manuel technique. C'est un plaidoyer humaniste pour une société où chacun a la possibilité de s'exprimer. En s'appuyant sur des fondements anthropologiques, des outils pédagogiques et des témoignages concrets, l'auteur réhabilite la parole comme outil de liberté, de pensée et de transmission. Il nous montre que la parole n'est ni un don ni un luxe, mais une compétence fondamentale que l'école, la famille, la société devraient enseigner et valoriser. Il donne aussi aux enseignants un cadre clair et motivant pour construire des cours d'expression orale exigeants, mais profondément émancipateurs. À l'heure où la défiance envers la parole politique, médiatique et institutionnelle grandit, Cyril Delay nous rappelle que c'est par la parole que l'on pense, que l'on débat, que l'on vit ensemble. Dans ce sens, l'art de la parole n'est pas un livre à lire une fois, mais à pratiquer, à transmettre, à faire vivre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Livre numéro 7. Parler comme un TED. Imaginez-vous sur scène, devant un public captivé, chaque mot que vous prononcez résonnant profondément dans les cœurs et les esprits. Vous inspirez, vous motivez, vous changez des vies. Et si je vous disais qu'il existe un guide pour transformer votre manière de communiquer et captiver n'importe quel auditoire? Ce guide, c'est Talk Like TED de Carmine Gallo, un livre qui révèle les secrets des meilleurs orateurs au monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer ces secrets pour devenir un communicateur inoubliable. Dans un monde où tout va si vite, les idées sont devenues une monnaie d'échange précieuse. Mais, comme le montre Carmine Gallo, avoir une idée géniale ne suffit pas. Ce qui compte, c'est votre capacité à la partager de manière puissante. TED, cette scène mythique, est l'exemple parfait de la puissance d'une bonne communication. Chaque jour, des millions de personnes regardent des présentations TED. Pourquoi? Parce que ces discours sont bien plus que des mots. Ce sont des expériences qui touchent, innovent et restent gravées dans nos mémoires. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le plan que Carmine Gallo nous propose pour maîtriser l'art de la présentation. En suivant ces étapes, vous pourrez non seulement captiver vos auditoires, mais aussi changer des vies. La première étape, et peut-être la plus importante, est de trouver votre passion. Pourquoi? Parce que la passion est contagieuse. Lorsque vous êtes passionné, cela se ressent. Prenons l'exemple d'Aimee Mullins, une athlète paralympique. Lors de son intervention TED, elle n'a pas simplement parlé de prothèses, elle a raconté comment elle représentait pour elle le potentiel humain. Ce n'est pas son sujet qui captivait, mais sa passion. Elle montrait qu'un handicap pouvait devenir une force. Et cette passion, c'est ce qui touche le cœur de votre public. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Les faits seuls ne suffisent pas. Ce qui connecte réellement, ce sont les histoires. Pourquoi? Parce que notre cerveau est câblé pour aimer les récits. Il crée des émotions, des images mentales et surtout une connexion. Les meilleurs orateurs TED maîtrisent cet art à la perfection. Ils racontent des histoires personnelles, drôles, touchantes ou même dramatiques. Chaque histoire est un pont qui relie leur sujet à leur audience. Alors réfléchissez, quelle histoire pouvez-vous raconter pour rendre vos idées inoubliables? Une bonne présentation ne doit jamais ressembler à un monologue froid. Imaginez que vous parliez à un ami, que vous partagiez vos idées de manière authentique. Les meilleurs orateurs semblent détendus, naturels, comme s'ils avaient une conversation avec leur public. Brian Stevenson, un conférencier TED légendaire, est l'exemple parfait. Il a passé plus de 200 heures à répéter pour paraître naturel sur scène. Alors la prochaine fois que vous préparez un discours, souvenez-vous de cette phrase « Ne parlez pas, connectez ». La nouveauté attire instantanément l'attention. Notre cerveau adore ça. Alors, quand vous montez sur scène, posez-vous une question. Que puis-je offrir à mon public qu'il n'a jamais entendu auparavant? Kevin Aloka, lors de son intervention TED, a expliqué pourquoi certaines vidéos deviennent virales. Ce n'était pas seulement informatif, c'était fascinant. Et c'est exactement ce qui maintient l'attention, l'innovation. Vous souvenez-vous d'un moment dans une présentation qui vous a marqué à vie? C'est ce que Gallo appelle un moment wow. Bill Gates, par exemple, a relâché des moustiques sur scène pour souligner l'importance de lutter contre le paludisme. Ce geste audacieux a rendu son message impossible à oublier. Réfléchissez, quel moment unique pouvez-vous intégrer dans votre prochain discours? Rien n'est plus puissant que l'humour pour briser la glace et captiver une audience. Mais attention, pas besoin de devenir un humoriste. L'humour doit venir naturellement,
reflétez votre style et votre personnalité. Une anecdote drôle, un clin d'œil à votre auditoire, et voilà, vous avez conquis votre public. Saviez-vous que la durée idéale d'une présentation est de 18 minutes? C'est scientifiquement prouvé, c'est le temps parfait pour maintenir l'attention sans surcharger le cerveau. Les présentations TED respectent cette règle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont si efficaces. Alors, lorsque vous préparez votre prochain discours, simplifiez, clarifiez et structurez votre message pour qu'il tienne en 18 minutes. Les présentations qui marquent les esprits engagent plus qu'un seul sens. Intégrez des images fortes, des vidéos, des gestes, ou même des sons pour rendre vos idées vivantes. Les meilleures présentations TED utilisent cette technique pour ancrer leur message dans la mémoire de leur audience. Enfin, soyez authentique. Parlez de ce que vous connaissez, de ce qui vous passionne profondément. Les gens ressentent l'authenticité. Si vous restez fidèle à vous-même, votre public vous écoutera, vous respectera et, surtout, se souviendra de vous. Alors voilà les secrets des meilleurs orateurs TED révélés par Carmine Gallo. Vous avez maintenant les clés pour captiver, inspirer et marquer votre audience. Mais ces clés ne serviront à rien si vous ne les utilisez pas. Commencez dès maintenant à trouver votre passion, à raconter vos histoires et à structurer vos idées. Et avant de partir, si cette vidéo vous a inspiré, voici ce que je vous demande. Commentez en partageant ce qui vous fait vibrer, abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin d'apprendre à mieux communiquer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Livre 8. Savoir communiquer. Dans nos vies professionnelles comme personnelles, être capable de bien communiquer est essentiel. Mais beaucoup d'entre nous ressentent un blocage, un stress, parfois même une peur paralysante à l'idée de parler devant une audience. Dans son livre, Gérald Dudouet nous propose des conseils pratiques pour que nous puissions aborder nos interventions en public avec plus de confiance et d'efficacité. Laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi ce livre est particulièrement pertinent aujourd'hui. Nous évoluons dans un monde où savoir convaincre, expliquer et échanger sont des compétences de plus en plus valorisées. Que ce soit pour diriger une équipe, animer une réunion, présenter un projet ou simplement partager une idée, il est indispensable d'avoir une approche de la communication qui soit à la fois bien structurée, adaptée et engageante. Ce livre va droit au but en nous montrant comment structurer nos interventions, choisir les bons mots et capter l'attention de notre audience grâce à des techniques non verbales et verbales. Alors, suivez-moi dans cette exploration des grands principes de la communication efficace selon Gérald Dudouet. Dans Savoir communiquer, Dudouet commence par ce qui est souvent la première question qu'on se pose quand on est amené à prendre la parole en public. Suis-je légitime pour parler devant cette audience? Beaucoup d'entre nous doutent de leur propre légitimité, se disant qu'ils ne sont pas assez experts, pas assez compétents, ou qu'ils n'ont pas les qualités pour s'adresser à un public. Pourtant, l'auteur souligne que la première étape pour se sentir à l'aise, c'est d'accepter cette légitimité. Cela ne veut pas dire qu'il faut être expert en tout, mais qu'il faut avoir confiance en la valeur de ce que l'on apporte à notre audience. En effet, Dudouet encourage chaque orateur à reconnaître son expertise et sa valeur ajoutée. Ce n'est pas le fait d'être parfait qui importe, mais plutôt d'avoir un message pertinent à partager. Une autre base essentielle de la communication est de bien comprendre son public. Dudouet insiste sur l'importance de savoir à qui l'on s'adresse. Pour que votre intervention soit percutante, vous devez savoir qui est dans la salle, quelles sont les attentes de ces personnes et quel niveau d'expertise elles ont par rapport à votre sujet. Connaître votre audience vous permet d'ajuster votre langage, de choisir des exemples qui parleront aux gens et de cibler précisément les besoins d'information de vos auditeurs. Dudouet parle ici de parler aux personnes et non pas seulement de parler devant un public. La communication se décompose en plusieurs types. Il y a la communication verbale, la communication non verbale et les messages implicites qu'on transmet par notre attitude, nos gestes et notre regard. Tout cela participe de l'image que vous projetez et de la manière dont votre message est reçu. Dudouet nous rappelle que la communication est bien plus qu'une question de mots. Elle engage tout notre être. Une bonne intervention suit un plan clair. Dudouet nous propose une structure simple mais efficace, en 3 parties, introduction, développement et conclusion. L'introduction est un moment crucial, car c'est là que vous captez l'attention de votre audience. Pour cela, il est utile d'annoncer clairement le sujet que vous allez aborder, en expliquant pourquoi il est important et ce que votre public peut espérer retirer de votre intervention. L'introduction doit donner envie d'écouter. Dans le développement, Dudouet conseille de rester concis. Une intervention efficace n'est pas un monologue interminable où l'on expose tous les détails possibles, mais une présentation centrée sur quelques idées fortes, soutenues par des arguments pertinents. Par exemple, chaque idée que vous présentez doit être appuyée par 1 ou 2 exemples concrets ou des anecdotes qui aideront le public à mieux comprendre et à se souvenir de votre message.
Pour terminer, la conclusion sert à rappeler les points essentiels et à donner une dernière impression forte. Vous devez conclure en rappelant le message principal et en invitant votre audience à passer à l'action ou à adopter un point de vue. Laissez une impression durable. Ce que le public retiendra dépend en grande partie de la qualité de votre conclusion. Le choix des mots est primordial. Dudway recommande d'adopter un langage simple, direct et précis, en évitant les termes techniques ou le jargon qui pourraient exclure une partie de votre audience. Il met aussi en avant l'importance des exemples et des anecdotes qui permettent de rendre le message plus vivant et plus accessible. Au-delà des mots, la manière dont vous les dites compte encore plus. L'intonation, le débit, le volume de la voix, tout cela est essentiel pour transmettre un message de manière convaincante. Par exemple, si vous avez une idée importante à transmettre, marquez une pause avant de la prononcer. Cela attire l'attention et donne de l'impact à vos mots. Il en va de même pour les silences, que Dudway décrit comme des outils puissants de la prise de parole. Ils permettent de rythmer le discours et de laisser le temps à l'audience d'intégrer les informations. Dudway accorde également une grande importance à la communication non verbale. Le regard, par exemple, est un outil de connexion très puissant. En regardant chaque personne dans la salle, même brièvement, vous créez une relation de confiance et vous affirmez votre assurance. Ensuite, il y a les gestes. Des gestes ouverts, les bras détendus, contribuent à transmettre un message de transparence et d'ouverture. Attention cependant aux gestes parasites, comme se toucher le visage ou jouer avec un objet, qui trahit souvent un stress. La préparation mentale est cruciale pour réussir son intervention. Dudway propose plusieurs techniques de relaxation et de gestion du stress, des outils indispensables pour qui veut prendre la parole en public de manière sereine. L'une de ses recommandations est la visualisation positive. Quelques jours avant l'intervention, prenez le temps d'imaginer votre présentation. Visualisez l'espace, imaginez-vous en train de parler avec aisance et confiance, voyez-vous en train de captiver l'audience. Cette pratique ancre des pensées positives dans l'esprit et aide à affronter le moment venu avec plus de sérénité. Le trac, ce malaise physique que nous ressentons tous, est en réalité une montée d'adrénaline qui peut, une fois bien maîtrisée, nous donner l'énergie nécessaire pour performer. La respiration est l'un des moyens les plus efficaces pour gérer le trac. Dudway recommande la respiration ventrale. Elle consiste à inspirer profondément en gonflant le ventre, puis à expirer lentement. Cette respiration profonde calme le système nerveux et permet de reprendre le contrôle. Les supports visuels peuvent être de précieux alliés pour rendre une présentation plus vivante et plus compréhensible. Dudway recommande de limiter le contenu visuel au strict nécessaire. Par exemple, un PowerPoint doit être sobre et contenir des points clés, pas un texte à lire. Il est également recommandé de limiter le nombre de diapositives et d'éviter la surcharge d'informations. Pour des notes de présentation, Dudway conseille de privilégier les fiches Bristol, car elles sont faciles à manipuler et permettent de se concentrer sur l'essentiel sans être distrait par des feuilles volumineuses. Ces notes doivent seulement contenir les points essentiels, comme un plan et des mots-clés pour guider votre intervention. Pour conclure, Savoir communiquer de Gérald Dudway est un guide pratique pour quiconque souhaite améliorer son aisance à l'oral. Que vous soyez un novice en communication ou un orateur expérimenté, ce livre vous aidera à renforcer vos compétences. Les clés que Dudway propose sont simples mais efficaces, et avec un peu de pratique, chacun peut apprendre à s'exprimer de manière plus confiante et impactante. À présent, je vous invite à appliquer ces techniques dans vos futures interventions. Commencez par des petites choses. Adoptez une respiration ventrale avant de parler. Essayez d'analyser votre public pour adapter votre discours et servez-vous des silences pour donner de l'impact à vos mots. Avant de clore cet épisode, je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me demander des précisions sur certains points dans les commentaires, car il est essentiel de partager et de réfléchir ensemble pour intégrer ces pratiques efficacement. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a inspiré ou si vous pensez que ces astuces pourraient aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Partagez vos impressions et vos propres expériences en commentaire, et dites-moi quelles techniques vous aimeriez approfondir ou celles que vous avez déjà expérimentées. Je serai ravie de connaître vos retours et de continuer cette discussion avec vous. Livre 9. Parler comme un natif. Imaginez-vous debout dans les rues animées de Paris, entouré par les arômes des croissants fraîchement sortis du four et les rires qui s'échappent des cafés voisins. Vous souhaitez plonger au cœur de cette culture, converser aisément avec les habitants, et savourer chaque instant sans que la barrière de la langue ne vienne entraver votre expérience. Pourtant, lorsque vous tentez d'engager la conversation, les mots restent bloqués dans votre gorge, vous laissant le sentiment d'être un étranger dans un monde vibrant. Si vous avez déjà ressenti cette frustration, sachez que vous n'êtes pas seul. L'apprentissage d'une langue peut souvent sembler un défi insurmontable, une montagne trop abrupte à gravir. Il est décourageant de passer des heures à feuilleter des manuels,
à mémoriser des listes de vocabulaire qui semblent s'évanouir dès que vous fermez le livre. Mais si je vous disais que la maîtrise d'une langue, quelle qu'elle soit, n'est pas un rêve lointain? C'est un objectif réalisable, avec les bonnes stratégies et le bon état d'esprit. Le problème ne réside pas dans notre capacité à apprendre, mais dans notre approche du processus. Les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues reposent souvent sur la mémorisation par cœur, les exercices de manuel, et un enseignement axé sur la grammaire. Nous passons des heures à ingurgiter des listes interminables de vocabulaire, à conjuguer des verbes jusqu'à en avoir mal à la tête, et à lutter avec des règles de grammaire qui semblent changer à chaque leçon. Combien d'entre nous ont laborieusement mémorisé une liste de mots pour les oublier quelques jours plus tard? Ou passé des heures sur des exercices de grammaire, seulement pour rester muet face à un locuteur natif? Ces méthodes dépassées peuvent mener à la frustration, au désengagement, et finalement, à un sentiment d'échec. Nous nous sentons submergés, perdus dans une mer de vocabulaire qui refuse de s'ancrer, et découragés par le temps et les efforts investis sans voir de résultats tangibles. Considérons l'expérience commune de nombreux apprenants en langue. Pleins d'enthousiasme et d'une envie d'apprendre, ils s'inscrivent à un cours de langue. Au début, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau alimente leur motivation. Cependant, à mesure que les leçons avancent, ils se retrouvent submergés par le poids des règles de grammaire et des listes de vocabulaire. Ils passent des heures à mémoriser des conjugaisons et des mots, pour finalement se sentir démunis face à une conversation réelle. Il est décourageant d'investir autant de temps et d'énergie sans voir de résultats concrets. Ce décalage entre l'apprentissage en classe et l'application dans le monde réel peut entraîner une perte de motivation, laissant les apprenants douter de leur capacité à devenir vraiment bilingues. Alors, quelle est la solution? Gabriel Winer, dans son livre Révolutionnaire Fluent Forever, propose une approche novatrice de l'apprentissage des langues, une méthode qui privilégie la compréhension, la rétention et l'application concrète. Il soutient que l'acquisition d'une langue devrait être une expérience dynamique et engageante, basée sur la personnalisation et la participation active. En déplaçant notre attention de la simple mémorisation à la création de liens significatifs, nous pouvons transformer notre manière d'aborder l'apprentissage d'une nouvelle langue. Plongeons dans les solutions proposées par Winer, en les décomposant en étapes concrètes qui peuvent révolutionner votre parcours d'apprentissage linguistique. Tout d'abord, Winer souligne l'importance de la prononciation. La plupart des apprenants de langue sous-estiment cet aspect fondamental, plongeant souvent directement dans le vocabulaire et la grammaire sans bien saisir les sons de la langue. Winer encourage les apprenants à se familiariser avec la phonétique de la langue cible, en suggérant d'apprendre l'alphabet phonétique international, API. Cette connaissance aide non seulement les apprenants à prononcer les mots correctement, mais aussi à comprendre les subtilités de la langue. D'ailleurs, je suis en train de créer un cours de français favorisant l'apprentissage de manière fluide. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente dans la barre d'infos afin de recevoir une notification dès que le cours sera terminé. Prenons maintenant l'exemple l'espagnol, une langue où la prononciation peut modifier significativement le sens. Des mots similaires peuvent avoir des significations très différentes selon la façon dont ils sont prononcés. Si un apprenant omet un accent ou ne respecte pas les subtilités sonores, cela peut prêter à confusion lors d'une conversation. Comprendre les distinctions phonétiques permet d'éviter de tels malentendus. Lorsque nous sommes capables d'entendre et de reproduire correctement les sons, nous nous préparons au succès en expression orale et en compréhension. Winer recommande de consacrer du temps à des exercices d'écoute, où les apprenants peuvent s'exposer à la prononciation des locuteurs natifs. Cela peut inclure l'écoute de podcasts, le visionnage de films ou l'utilisation d'applications d'apprentissage des langues axées sur la prononciation. L'objectif est de développer une oreille pour la langue, permettant aux apprenants de discerner les différences subtiles entre les sons. Plus nous devenons familiers avec la structure phonétique d'une langue, plus nous nous sentirons confiants lorsque nous la parlerons. Ensuite, Winer préconise l'utilisation de flashcards personnalisés pour enrichir le vocabulaire. Il soutient que les systèmes de flashcards traditionnels sont souvent inefficaces car ils manquent de contexte et de lien avec la vie de l'apprenant. Au lieu de cela, Winer encourage la création de flashcards qui incluent des images, des enregistrements audio et des phrases adaptées à nos expériences personnelles et à nos intérêts. Imaginez que vous apprenez l'italien et que vous avez une passion pour le voyage. Vous pourriez créer une flashcard avec une image, accompagnée de la phrase décrivant celle-ci et d'un enregistrement audio de la prononciation correcte. Cette méthode rend l'apprentissage non seulement plus agréable, mais crée également des liens durables entre les mots et notre propre vie, ce qui améliore la rétention. Le processus de création de ces flashcards personnalisés peut être une démarche créative en soi. Les apprenants peuvent dessiner des images, utiliser des photos de leur voyage ou trouver des visuels en ligne qui leur parlent. L'essentiel est de s'assurer que chaque flashcard engage plusieurs sens, la vue, l'ouïe et le contexte. Plus nous établissons de connexions avec le matériel,
plus nous avons de chances de nous en souvenir. Pour illustrer cela plus en détail, considérons un exemple concret. Supposons que vous soyez passionné de cuisine. Vous pourriez créer des flashcards avec des images de vos plats préférés, accompagnés de leur nom dans la langue cible, et peut-être même une histoire personnelle expliquant pourquoi vous aimez ce plat. En liant le vocabulaire à vos passions, vous créez une expérience d'apprentissage plus riche qui restera gravée dans votre mémoire bien plus longtemps que la mémorisation d'une liste de mots arides. Pour soutenir cette acquisition de vocabulaire personnalisé, Winner introduit le concept de logiciel de répétition espacée, SRS. Des outils comme Anki permettent aux apprenants de programmer des révisions de vocabulaire à des intervalles optimaux, s'assurant que les mots sont revus juste au moment où ils commencent à s'estomper de la mémoire. Cette approche scientifique de la rétention de mémoire exploite les schémas d'apprentissage naturels de notre cerveau, nous aidant à internaliser le vocabulaire sur le long terme. La science derrière la répétition espacée est fascinante. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau retient initialement cette information de manière forte, mais avec le temps, la mémoire commence à s'effacer. La répétition espacée tire parti de cela en nous incitant à revoir l'information juste au moment où nous sommes sur le point de l'oublier, renforçant ainsi le lien dans notre esprit. Cette technique est non seulement efficace mais aussi efficiente, nous permettant de nous concentrer sur les mots qui nécessitent notre attention plutôt que de revoir tout de manière égale. Imaginez utiliser Anki pour revoir le vocabulaire d'une leçon récente. En parcourant les cartes, vous rencontrez des mots avec lesquels vous avez eu des difficultés dans le passé. En voyant à nouveau ces mots juste avant de risquer de les oublier, vous renforcez votre mémoire à leur sujet. Cela conduit à un vocabulaire plus solide que vous pouvez mobiliser lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour rédiger un email, avoir une conversation ou commander dans un restaurant. Maintenant que nous avons établi une solide base de vocabulaire, Winner aborde un autre piège courant, la grammaire. L'apprentissage traditionnel des langues submerge souvent les étudiants avec des règles grammaticales avant qu'ils n'aient eu la chance de voir la langue en action. Winner propose une approche différente, apprendre la grammaire de manière inductive à travers l'exposition à des usages réels. Cela signifie qu'au lieu de mémoriser des conjugaisons de verbes et des structures grammaticales isolées, nous devrions nous engager avec des matériaux qui présentent la langue dans son contexte. Winner encourage les apprenants à lire des livres, écouter des podcasts et regarder des films qui sont légèrement au-dessus de leur niveau actuel. Cette exposition nous permet d'absorber les structures grammaticales de manière naturelle, sans être submergés par des règles. Par exemple, si vous apprenez l'allemand, vous pourriez commencer avec un livre pour enfants qui utilise un langage simple tout en présentant les structures grammaticales correctes. En lisant, vous rencontrerez diverses constructions de phrases et conjugaisons de verbes dans leur contexte, ce qui vous aide à internaliser les règles sans le stress de la mémorisation. Cette méthode favorise une compréhension plus organique de la langue, vous permettant d'utiliser la grammaire de manière intuitive plutôt que mécanique. Mais s'engager avec une langue ne se limite pas à un apprentissage passif, il s'agit de participation active. Winner souligne la nécessité de pratiquer la parole dès le premier jour. Il suggère de trouver des partenaires d'échange linguistique ou des tuteurs pour pratiquer la conversation. Cela peut être intimidant, mais c'est crucial pour développer la fluidité et la confiance. Lorsque nous engageons une conversation, nous apprenons à penser sur nos pieds, à répondre en temps réel et à utiliser le vocabulaire dans son contexte. Winner plaide pour un changement de mentalité. Au lieu de craindre les erreurs, nous devrions les considérer comme des opportunités de croissance. Chaque erreur est une marche vers la fluidité, un signe que nous prenons des risques et apprenons d'eux. Considérez la valeur de la pratique en situation réelle. Si vous apprenez le portugais et avez l'occasion de parler avec un locuteur natif, saisissez-la. Que ce soit pour commander à manger dans un restaurant ou engager une conversation avec quelqu'un dans un café, chaque interaction est une chance d'appliquer ce que vous avez appris. Cet engagement actif renforce votre apprentissage, vous permettant d'utiliser vocabulaire et grammaire dans un cadre naturel. Winner encourage également les apprenants à s'immerger dans la culture associée à la langue. Cela peut impliquer de regarder des films, d'écouter de la musique ou de suivre des comptes de médias sociaux qui fournissent du contenu dans la langue cible. Plus nous sommes exposés, plus nous commençons à comprendre non seulement la langue, mais aussi les nuances culturelles qui l'accompagnent. Créer une routine d'études est un autre élément clé de la méthode de Winner. La cohérence est primordiale dans l'apprentissage des langues. Il encourage les apprenants à établir une routine de pratique quotidienne qui intègre l'écoute, la parole, la lecture et l'écriture. Cette approche équilibrée garantit que tous les aspects de l'acquisition linguistique sont couverts et nous permet de nous immerger régulièrement dans la langue. La gestion du temps devient essentielle ici. Allouer des plages horaires spécifiques pour différentes activités aide à maintenir l'élan et la concentration. Par exemple, vous pourriez consacrer les 15 premières minutes de votre journée à réviser du vocabulaire avec des flashcards, suivi de 30 minutes d'écoute d'un podcast dans votre langue cible.
Plus tard dans la journée, vous pourriez écrire un court paragraphe sur votre journée, en utilisant le vocabulaire et la grammaire que vous avez appris. Cette variété maintient le processus d'apprentissage engageant et prévient l'épuisement. De plus, établir des objectifs réalistes peut renforcer la motivation. Au lieu de viser la fluidité du jour au lendemain, concentrez-vous sur de petites étapes réalisables. Célébrez vos progrès à mesure que vous atteignez chaque objectif, que ce soit tenir une conversation basique ou comprendre les paroles d'une chanson. Ces petites victoires s'accumulent avec le temps, renforçant votre confiance et vous encourageant à poursuivre votre parcours d'apprentissage. Au fur et à mesure de nos progrès, il est essentiel de réviser et de réfléchir à notre parcours d'apprentissage. Winner suggère d'évaluer régulièrement nos progrès et d'ajuster nos méthodes si nécessaire. Cette auto-évaluation nous aide à rester engagés et motivés, en veillant à ce que nous soyons continuellement mis au défi sans nous sentir accablés. La flexibilité d'adapter nos techniques d'apprentissage en fonction de ce qui résonne en nous est un outil puissant dans notre arsenal d'apprentissage des langues. Par exemple, après quelques semaines d'utilisation d'une méthode particulière, prenez le temps de réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Trouvez-vous que certains mots de vocabulaire restent mieux en mémoire que d'autres? Y a-t-il des aspects de la grammaire qui semblent encore difficiles? Utilisez ces observations pour affiner votre approche. Peut-être devez-vous passer plus de temps à pratiquer la conversation, ou peut-être que vous bénéficieriez d'explorer différentes ressources qui offrent un contenu engageant. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir aux implications plus profondes de l'approche de Winner. Apprendre une langue ne consiste pas simplement à acquérir des mots et de la grammaire. Il s'agit de se connecter à une culture, de comprendre différentes perspectives et de favoriser des relations avec des personnes d'horizons divers. En mettant l'accent sur l'apprentissage personnalisé, la prononciation et l'engagement actif, la méthode de Winner nous permet de briser les barrières linguistiques et de vraiment nous connecter avec les autres. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la capacité de communiquer à travers les langues est plus importante que jamais. Que ce soit pour voyager, saisir des opportunités professionnelles ou pour un enrichissement personnel, l'apprentissage des langues ouvre des portes et élargit les horizons. Fluent Forever de Winner fournit une feuille de route pour naviguer dans ce parcours avec confiance et intention. En adoptant ce nouveau paradigme de l'apprentissage des langues, nous devenons des participants actifs de notre propre éducation. Nous ne sommes plus de simples récepteurs d'informations, nous sommes des explorateurs, plongeant dans la richesse de la langue et de la culture. Nous créons des connexions qui transcendent les mots, bâtissant des relations qui enrichissent nos vies de multiples façons. En conclusion, si vous vous retrouvez à lutter avec l'apprentissage des langues, enfermé dans un cycle de mémorisation et de frustration, il est temps de repenser votre approche. Fluent Forever de Gabriel Winner offre une solution rafraîchissante, une méthode dynamique et engageante qui privilégie la compréhension, la personnalisation et la participation active. En nous concentrant sur la prononciation, en construisant du vocabulaire à travers des flashcards personnalisés, en apprenant la grammaire de manière inductive et en nous engageant avec la langue à travers la conversation, nous pouvons transformer notre expérience d'apprentissage. Alors, faites ce premier pas. Embrassez le chemin qui vous attend, armé des connaissances et des stratégies que Fluent Forever propose. Entrez dans le monde vibrant des langues, où chaque mot que vous apprenez vous rapproche des personnes, des cultures et des expériences qui vous attendent. Laissez la frustration s'évanouir alors que vous découvrez la joie de la fluidité et le pouvoir de la connexion. N'oubliez pas de commenter ci-dessous, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres conseils et ressources sur l'apprentissage des langues. Livre 10. Comment parler n'importe quelle langue couramment? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui parle plusieurs langues et vous êtes-vous demandé « Comment font-ils » Sont-ils une sorte de génie? Il y a une certaine admiration qui entoure les polyglottes, ces individus qui ont maîtrisé non pas une ou deux, mais plusieurs langues. Ils semblent posséder un talent rare et mystique, une capacité innée dont le reste d'entre nous, simples mortels, ne peut que rêver. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette compétence, cette capacité apparemment inaccessible, n'est pas aussi exclusive qu'elle en a l'air? Et si une méthode, un chemin clair, structuré et atteignable, pouvait guider quiconque, oui, quiconque vers la maîtrise d'une autre langue? C'est précisément la révélation au cœur du livre d'Alex Rowling, Comment parler n'importe quelle langue couramment. Dans ce guide perspicace, Rowling déconstruit le mythe selon lequel les polyglottes sont nés, pas fabriqués. Il nous montre que la fluidité n'est pas un concept abstrait ou insaisissable réservé à quelques élus talentueux. Au contraire, c'est une compétence qui peut être cultivée par quiconque prêt à adopter le bon état d'esprit, les bonnes stratégies et les bons outils. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est définitivement réalisable. Pourquoi tant de gens se lancent-ils dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, pour finalement abandonner au bout de quelques mois ou même de quelques semaines? Vous avez peut-être vécu cela vous-même. Vous téléchargez une application de langue, apprenez quelques phrases,
pratiquez assidûment pendant un certain temps, puis, lentement mais sûrement, la vie s'en mêle. L'excitation initiale s'estompe, et ce qui semblait être une aventure passionnante devient maintenant une tâche insurmontable. Finalement, vous abandonnez complètement l'effort, vous convainquant que vous n'avez tout simplement pas de talent pour les langues. La racine du problème réside dans les idées reçues que beaucoup d'entre nous ont sur l'apprentissage des langues. Nous avons été conditionnés à croire que la fluidité nécessite des années d'éducation formelle, que seuls les jeunes enfants peuvent absorber les langues rapidement, et que les règles grammaticales doivent être maîtrisées avant de tenter de communiquer. Nous nous sentons submergés par l'énorme volume de vocabulaire que nous devons mémoriser, et nous sommes paralysés par la peur de faire des erreurs. Nous pensons devoir être parfaits dès le départ, et cet état d'esprit crée un blocage mental qui nous empêche de progresser. De plus, il existe des barrières culturelles et psychologiques qui empêchent de nombreuses personnes d'essayer d'apprendre une nouvelle langue. Dans un monde globalisé, la pression pour réussir peut être intense. Les réseaux sociaux mettent souvent en avant des individus qui semblent parler couramment et sans effort, ce qui entraîne des comparaisons qui peuvent nous faire sentir insuffisants. Cela peut entraîner de l'anxiété à l'idée de parler, surtout face à des locuteurs natifs. La peur de ne pas être compris ou de mal comprendre les autres peut créer une prophétie autoréalisatrice où l'apprenant évite de parler complètement. En outre, les nuances culturelles jouent un rôle significatif dans l'acquisition des langues. Chaque langue porte son propre contexte culturel, idiome, humour et normes sociales qui sont souvent étroitement liées à la langue elle-même. Par exemple, vous pourriez être capable de réciter un dialogue parfaitement, mais si vous interprétez mal une référence culturelle ou ne reconnaissez pas le ton approprié d'une conversation, la communication peut échouer. Cela amène souvent les apprenants à croire qu'ils doivent maîtriser non seulement la langue, mais aussi la culture avant de pouvoir communiquer efficacement. De plus, les systèmes éducatifs traditionnels mettent généralement l'accent sur un curriculum rigide qui privilégie la grammaire et la mémorisation du vocabulaire plutôt que l'utilisation pratique. Les leçons se concentrent souvent sur la lecture et l'écriture, tandis que la parole et l'écoute passent au second plan. Cette approche peut créer un décalage entre les capacités de l'apprenant et sa confiance dans des contextes de conversation réelle. Il n'est pas rare que des individus réussissent bien en classe, mais hésitent lorsqu'il s'agit d'engager un dialogue spontané. Par conséquent, de nombreux apprenants se retrouvent avec un ensemble de vocabulaire et de règles grammaticales, mais manquent de l'aptitude à mener des conversations significatives. Ils peuvent savoir comment rédiger des phrases complexes ou traduire des textes, mais se trouvent en difficulté pour commander un repas dans un restaurant ou demander des directions. Comment parler n'importe quelle langue couramment d'Alex Rowling offre un antidote rafraîchissant aux frustrations et aux échecs qui affligent les apprenants de langue. S'appuyant sur ses propres expériences en tant que polyglotte parlant plus de 15 langues, Rowling propose un plan clair et structuré qui est à la fois motivant et pratique. Ces méthodes reposent sur la compréhension que la langue n'est pas seulement un ensemble de mots et de règles, mais un moyen de communication, de connexion et de culture vivant et respirant. L'un des changements fondamentaux que Rowling encourage est de ne pas considérer l'apprentissage d'une langue comme une tâche redoutable avec un point final étiqueté « fluidité ». Au lieu de cela, il plaide pour embrasser le voyage lui-même, le processus d'apprentissage comme une expérience dynamique et continue. Ce changement d'état d'esprit est crucial car il transforme l'apprentissage des langues d'une obligation intimidante en un défi exaltant. La clé est de fixer des objectifs réalistes. Plutôt que de se fixer sur le fait de devenir fluide, concentrez-vous sur des étapes réalisables, comme être capable de commander à manger dans un restaurant, d'avoir une conversation basique ou de comprendre une chanson dans votre langue cible. Célébrer ces petites victoires renforce la confiance et maintient la motivation élevée. Rowling souligne que les erreurs font partie intégrante de ce voyage. Chaque erreur commise est une étape vers l'amélioration, et il est essentiel de les considérer comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des échecs. Cet état d'esprit peut aider les apprenants à passer d'une approche basée sur la peur à une approche plus exploratoire, où chaque interaction, qu'importe son imperfection, contribue à leur croissance. Dans Comment parler n'importe quelle langue couramment, Rowling souligne l'importance de construire une base solide dès le départ. Il définit 3 éléments fondamentaux qui forment le socle de toute langue, la prononciation, le vocabulaire et la grammaire. D'ailleurs, je suis en train de créer un cours de français favorisant l'apprentissage de manière fluide. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente dans la barre d'infos afin de recevoir une notification dès que le cours sera terminé. De nombreux apprenants négligeant la prononciation au début, mais Rowling soutient qu'il est crucial de maîtriser les sons d'une langue dès le départ. Il suggère d'écouter des locuteurs natifs, d'imiter leur intonation et même de s'enregistrer pour repérer les erreurs. Cela aide non seulement à sonner plus naturellement, mais améliore également la compréhension orale, car vous vous habituez aux nuances de la langue. L'une des techniques efficaces est le shadowing, où les apprenants écoutent une phrase prononcée par un locuteur natif et la répètent immédiatement, imitant l'accent, le ton et le rythme. Cette pratique ne consiste pas seulement à dire les mots,
Il s'agit de capturer l'essence de la langue telle qu'elle est parlée. Rowling déconseille la méthode traditionnelle de mémorisation par cœur, souvent ennuyeuse et inefficace. Il recommande plutôt d'utiliser des systèmes de répétition espacée, SRS, pour retenir le vocabulaire plus efficacement. Il met également l'accent sur l'apprentissage des mots dans leur contexte, à travers des phrases et des phrases, plutôt que comme des unités isolées. Ce faisant, vous ne vous souvenez pas seulement des mots plus efficacement, mais vous comprenez aussi comment ils s'intègrent dans la conversation quotidienne. Par exemple, au lieu de mémoriser le mot pomme isolément, apprenez-le dans une phrase comme « je mange une pomme tous les jours ». Ce contexte aide à solidifier le mot dans votre mémoire. Rowling propose une approche intuitive de la grammaire. Plutôt que de s'obséder sur les règles, il encourage les apprenants à observer comment la grammaire fonctionne dans des contextes réels à travers la lecture, l'écoute et la conversation. Cette absorption naturelle aide l'apprenant à internaliser les structures grammaticales sans se sentir submergé. Pensez à la grammaire comme à la structure d'une maison. Tout comme vous ne construiriez pas une maison sans une base solide, vous ne devriez pas tenter de parler sans comprendre les structures de base. Commencez par des formations de phrases simples et introduisez progressivement des constructions plus complexes au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. L'une des stratégies les plus efficaces que Rowling partage est le pouvoir de l'apprentissage immersif. L'immersion ne signifie pas nécessairement déménager dans un pays étranger. Il s'agit de s'entourer de la langue de manière engageante et agréable. Cela peut impliquer de regarder des films ou des émissions de télévision, d'écouter de la musique, de lire des articles ou des livres, ou de suivre des comptes de médias sociaux dans votre langue cible. L'objectif est de vous exposer à autant de langues authentiques que possible. Par exemple, si vous aimez regarder des films, choisissez des films dans votre langue cible avec des sous-titres. Cela aide non seulement à développer vos compétences d'écoute, mais renforce également le vocabulaire et la prononciation. Rowling préconise également l'utilisation des échanges linguistiques, où vous vous connectez avec des locuteurs natifs qui souhaitent apprendre votre langue et vous vous aidez mutuellement. Cela vous donne non seulement une véritable pratique de conversation, mais renforce également la compréhension culturelle. Plus vous vous immergez, plus vite vous commencerez à penser et à rêver dans la langue, la rendant ainsi une partie naturelle de votre vie quotidienne. Une autre approche innovante de l'immersion consiste à créer une île linguistique dans votre vie, une zone où vous vous engagez à utiliser votre langue cible exclusivement. Cela peut se faire pendant votre trajet, dans un café, ou même à la maison pendant des périodes spécifiques. En désignant des moments pour une pratique immersive, vous renforcez votre apprentissage et augmentez votre confiance en vous lors de la parole. Chaque apprenant en langue fait face à des plateaux, ces moments frustrants où les progrès semblent stagnants. Rowling consacre une part importante du livre à aborder ce défi, en proposant des stratégies pour surmonter ces périodes. Il conseille de changer votre routine, d'introduire de nouveaux matériaux d'apprentissage, ou même de faire une courte pause pour rafraîchir votre esprit. Parfois, simplement passer à une méthode ou à une ressource différente peut raviver votre passion et votre motivation. Rowling souligne également l'importance de s'attaquer à la peur et à l'anxiété, en particulier la peur de parler. Il encourage les apprenants à considérer la parole comme une expérience ludique plutôt que comme un test. En abaissant les enjeux et en vous permettant de faire des erreurs, vous créez un environnement sûr pour la croissance et l'amélioration. Adopter un état d'esprit de croissance où les défis sont perçus comme des opportunités d'apprentissage peut aider les apprenants à surmonter leur plateau. Par exemple, au lieu de se sentir abattu par une conversation difficile, considérez-la comme une chance d'acquérir du nouveau vocabulaire et d'améliorer votre fluidité. À mesure que les apprenants progressent vers des niveaux plus élevés, Rowling introduit des techniques avancées pour approfondir la fluidité et maintenir plusieurs langues simultanément. Il recommande d'explorer les expressions idiomatiques, de plonger dans les aspects culturels et de trouver des moyens d'intégrer la langue dans des activités quotidiennes. Par exemple, apprendre des idiomes enrichit non seulement votre vocabulaire, mais offre également un aperçu de la manière de penser et de communiquer d'une culture. Pour ceux qui apprennent plusieurs langues, il suggère de maintenir une routine équilibrée, de définir des priorités claires et d'utiliser chaque langue dans différents contextes pour éviter la confusion. Envisagez de créer un plan de maintenance linguistique pour garder vos compétences aiguisées. Cela peut impliquer de consacrer certains jours de la semaine à des langues spécifiques, en veillant à pratiquer régulièrement chacune d'entre elles. De plus, si vous avez des hobbies ou des intérêts, que ce soit la cuisine, le sport ou l'art, trouvez des moyens d'intégrer votre langue cible dans ces activités. Regardez des émissions de cuisine dans cette langue, lisez des articles sur vos hobbies, ou rejoignez des clubs où la langue est parlée. En fin de compte, comment parler n'importe quelle langue couramment est plus qu'un simple guide d'apprentissage des langues. C'est un appel à retrouver la joie de la communication, de la culture et des connexions humaines. Alex Rowling nous rappelle que l'apprentissage d'une langue ne consiste pas seulement à acquérir une compétence, mais à élargir notre monde, à embrasser de nouvelles perspectives et à établir des liens avec les autres d'une manière qui transcende les frontières. En décomposant le processus en étapes gérables et agréables,
Rowling démontre que la fluidité n'est pas une destination réservée à quelques privilégiés. C'est un voyage que chacun peut entreprendre, armé de la bonne mentalité, des bonnes méthodes et de la motivation adéquate. Le plus beau cadeau de ce livre est la prise de conscience que parler couramment une autre langue n'est pas une question de talent ou d'âge, il s'agit de passion, de persévérance, et surtout, de s'amuser en chemin. Alors, si vous avez déjà rêvé de converser aisément dans une autre langue, de voyager à travers le monde et de vous connecter avec des personnes d'autres cultures, ou simplement d'enrichir votre propre vie par la beauté des mots, Alex Rowling vous offre la carte pour y parvenir. Maintenant, c'est là que l'excitation commence. Si ce monologue a suscité votre intérêt pour l'apprentissage des langues, pourquoi ne pas passer à l'étape suivante? Nous sommes ravis d'annoncer que nous lançons un programme d'apprentissage du français, complet conçu spécialement pour vous. Rejoignez notre liste d'attente dès aujourd'hui et soyez parmi les premiers à débloquer l'accès à des méthodes amusantes, engageantes et efficaces pour maîtriser le français. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ce voyage. Mais attendez, il y a plus. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées sur l'apprentissage des langues dans les commentaires ci-dessous. Quels défis avez-vous rencontrés? Quelles techniques ont fonctionné pour vous? Vos idées peuvent inspirer d'autres apprenants dans notre communauté. Et n'oubliez pas, vous inscrire à notre liste d'attente vous permet non seulement d'accéder en avant-première, mais aussi de faire partie d'une communauté d'apprenants de langues enthousiastes, prêts à partager leurs histoires et leurs astuces. Alors n'hésitez pas, embarquons ensemble dans cette aventure passionnante d'apprentissage des langues. Rejoignez-nous dès maintenant, et embrassons ensemble la beauté du français, un mot à la fois. En conclusion, l'engagement à apprendre une langue peut également conduire à un engagement plus large envers l'apprentissage tout au long de la vie. Les compétences que vous développez en apprenant une nouvelle langue, telles que la pensée critique, la sensibilisation culturelle et l'adaptabilité, sont précieuses dans tous les aspects de la vie. En naviguant à travers différentes langues et cultures, vous devenez plus ouvert d'esprit, plus empathique et plus connecté au monde qui vous entoure. Alors, lancez-vous! Embrassez les défis, réjouissez-vous des petites victoires, et surtout, profitez du processus. Chaque mot que vous apprenez, chaque conversation que vous avez et chaque erreur que vous faites est un pas vers non seulement la fluidité, mais aussi vers une vie plus riche et plus connectée.